Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. Ce soir, on va plus loin encore sur la politique avec notamment cette dernière information qui vient de tomber et l'UDI qui déclare attendre des initiatives de la part de François Fillon mais qui valide l'accord avec les Républicains sur les législatives. On avait cru ces derniers jours que les divisions étaient réservées à la droite. Elles avaient masqué un temps les difficultés socialistes. Benoît Hamon est pourtant toujours à la peine et le Parti socialiste divisé. Le temps presse donc pour Hamon s'il veut réoccuper le terrain et rattraper Emmanuel Macron loin, très loin devant dans les intentions de vote. Débat à suivre dans le match des idées ce soir, ce sera à 22h30. On va plus loin également ce soir sur l'assurance chômage alors que de nouvelles négociations s'ouvrent entre les partenaires sociaux pour tenter d'aboutir à un accord sur une nouvelle convention avant la présidentielle. En arrière-plan se joue également la crédibilité du paritarisme, critiqué par plusieurs candidats à la présidentielle. Dans le débat de ce soir, nous allons justement voir ce qu'ils proposent en la matière et leurs pistes pour l'assurance chômage. Mais avant ce premier débat, un point sur l'actualité du jour, c'est le tour de l'info et il est réalisé ce soir par Mounir Soussi. 4 candidats supplémentaires passent la barre des 500 parrainages. Benoît Hamon et Emmanuel Macron obtiennent plus de 1000 signatures. Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud ont chacun convaincu plus de 500 élus et vont pouvoir se présenter pour la deuxième fois consécutive à l'élection présidentielle. Ce soir, 5 candidats sont donc officiellement en lice. François Fillon était déjà qualifié dès la semaine dernière. Dans ce dernier pointage, Marine Le Pen atteint 483 parrainages et Jean-Luc Mélenchon 356. Polémique. François Fillon à nouveau à la une du Canard enchaîné. L'hebdomadaire révèle que le candidat a obtenu en 2013 un prêt de 50 000 € non déclaré et sans intérêt versé par l'homme d'affaires Marc Ladré de la Charrière. Cette somme ne figurait pas sur sa déclaration d'intérêt adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Dans l'après-midi, François Fillon, par la voix de son avocat, comme le président de la Revue des Deux Mondes, ont confirmé ce versement, précisant qu'il a été intégralement remboursé. François Fillon. Maintenant, j'appelle au rassemblement, j'appelle à la mobilisation, j'appelle à l'action. J'invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer avec moi pour la France. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. Au centre. La confiance est ébranlée et la question pour François Fillon aujourd'hui, s'il souhaite un accord avec les centristes, c'est clairement de se positionner en partenaire qui prend en compte notre point de vue. Et il ne peut pas y avoir pour nous ni de dérive populiste, ni de dérive sur un thème qui serait celui de la droite identitaire. À droite. Matinée de concertation pour les juppéistes et les sarkozystes. Réunis au Sénat, les proches du maire de Bordeaux ont fait le point sur la situation. Ils s'interrogent sur leur manière de s'impliquer dans cette campagne. Pour l'instant, je vais m'occuper de mon travail parlementaire. Personne ne s'est précipité pour dire je pars tout de suite, je prends le train et l'avion pour aller faire la campagne de François Fillon. Les fidèles de l'ancien président avaient rendez-vous ce matin dans un restaurant parisien. Ils ont décidé de faire bloc derrière le vainqueur de la primaire. On fait campagne à fond ou on ne fait pas campagne. Et là, on a décidé de faire campagne à fond. Parce que le seul moyen de gagner ces présidentielles, c'est d'être mobilisé. Entreprise. Devant les représentants des petites entreprises, Marine Le Pen a tenu un discours volontariste et précisé les conditions du maintien de la France dans l'Union européenne. Soit la négociation fonctionne et je dis au peuple, écoutez, on peut rester parce que l'Union européenne a totalement changé de visage, totalement changé de nature et cette Europe-là, elle nous va. C'est l'Europe qui marche, c'est l'Europe d'Airbus, c'est l'Europe d'Ariane, c'est-à-dire des projets de coopération entre nations, internationales. Bon, soit ça ne marche pas et je leur dirai, je pense qu'il faut sortir. Justice. L'enquête pour agression sexuelle classée sans suite, Denis Baupin compte poursuivre ses accusatrices et son ancien parti.
Il va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Europe Écologie Les Verts a réagi en pointant un signal odieux envoyé par le député qui n'a pas été innocenté par l'enquête. Les faits étant prescrits, le parquet avait décidé de ne pas poursuivre pénalement l'élu. Voilà le tour de l'info réalisé ce soir par Mounir Soussi. Nouvelle réunion aujourd'hui, je vous le disais en titre, des partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Après l'échec de juin dernier, patronat et syndicats ont donc repris les négociations pour tenter d'aboutir à un accord sur une nouvelle convention. Mais les discussions s'annoncent compliquées et en arrière-plan se joue la crédibilité du paritarisme, critiqué par plusieurs candidats à la présidentielle. Alors faut-il que l'État reprenne la main sur l'assurance chômage? On en débat ce soir avec nos 4 invités. Aurore Berger, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du comité politique d'En Marche, donc aux côtés d'Emmanuel Macron. Gérard Longuet, bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Meuse. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Jean-Louis Gombault, notre chroniqueur économique. Alors je le disais, est-ce qu'il faut que l'État reprenne en main l'assurance chômage? Faut-il réformer son financement ou réduire les indemnisations chômage? Il y a beaucoup de propositions qui ont été mises sur la table par les candidats. Avant d'en débattre, eh bien, je vous propose de faire un tour d'horizon de ces propositions avec ces explications signées Stéphane Amalian. François Fillon souhaite supprimer les 35 heures pour redonner de la compétitivité aux entreprises. Il souhaite également instaurer la dégressivité des allocations chômage pour inciter les chômeurs à retrouver rapidement un emploi. Emmanuel Macron souhaite que l'État reprenne la gestion de Pôle emploi. Les indépendants et tous les démissionnaires auront accès aux allocations chômage. Les entreprises qui abuseront des CDD seront surtaxées. Au total, une économie de 10 milliards d'euros et un taux de chômage à 7% est espéré. Pour Benoît Hamon, la croissance est faible et les robots envahissent l'entreprise. Une situation qui rend le travail rare et nécessite un revenu universel et un partage du travail entre les citoyens. Il faudrait passer sous la barre symbolique des 35 heures. Marine Le Pen mise sur le protectionnisme économique. La priorité est à l'embauche des Français. Les entreprises qui emploieront des salariés étrangers seront taxées. Enfin, Jean-Luc Mélenchon mise sur une relance par l'investissement. 100 milliards d'euros seront injectés pour stimuler l'économie et créer 3 millions d'emplois. L'objectif est de faire passer le chômage à 6,2%. Voilà donc pour les propositions des candidats à la présidentielle détaillées par Stéphane Amalian. Jean-Louis, peut-être déjà un point sur les négociations en cours actuellement, dans un climat plus apaisé qu'en juin. C'était au moment des discussions sur la loi travail et patronat et syndicats étaient très divisés. Est-ce qu'un accord peut et surtout doit être trouvé avant la présidentielle selon vous ? Ça me paraît difficile parce que quand même les oppositions sont assez fortes. Alors il faut rappeler quelques petites données. Il y a 30 milliards de dettes accumulées, il y a 4 milliards de déficit annuel. Donc la situation de l'assurance chômage est extrêmement difficile, même s'il faudra détailler les raisons pour lesquelles il y a ces 4 milliards. Et donc à partir de là, il y a des propositions sur la table, mais on ne voit pas comment on pourrait réaliser le consensus d'ici aux élections présidentielles, d'autant plus que beaucoup de patrons commencent à dire, je ne vois pas pourquoi on va essayer de résoudre le problème, puisque si c'est M. Macron qui passe, de toute façon, ça nous échappera des mains, donc il n'y a aucune raison pour que nous obtenions un accord d'ici à la présidentielle. Effectivement, ce qui se joue aussi derrière toutes ces propositions, c'est l'avenir du paritarisme. Henri Sterdignac. Oui, c'est l'avenir du paritarisme. Le paritarisme est menacé, aussi bien du côté des retraites que du côté du chômage. Il y a des propositions où l'État reprendrait la main et en même temps, c'est quand même une donnée importante de la démocratie sociale que, effectivement, le patronat et les syndicats s'entendent sur un point aussi important que l'assurance chômage. Donc, c'est important que ça marche. Pour que ça marche, il faut que l'État paye. Actuellement, on a un déficit de 4 milliards. On sait que ce déficit est dû en quasi-totalité au fait qu'il y a beaucoup de chômeurs. Si le taux de chômage était de 8%, on n'aurait pas ce déficit. Donc l'État devrait quand même un peu aider. On sait aussi qu'une partie importante de ce déficit est due au fait que c'est l'UNEDIC qui paye chaque année 3 milliards à Pôle emploi. Là aussi, l'État pourrait être un peu sympathique. Donc oui, il faut le paritarisme et ça serait bien que l'État fasse un geste pour faciliter l'accord. Maintenant,
comme on l'a dit, les élections approchent et il faudrait quand même que ça se débloque. Quand on vous écoute, Henri Sterdyniak, on a envie de dire qu'il faut tout remettre à plat. C'est ce qu'il faudrait faire, Gérard Longuet? Sûrement. Sûrement, le problème français, c'est que nous avons un taux de chômage qui est plus du double de celui de l'Allemagne, particulièrement fort chez les jeunes, et qui résulte très largement, je le pense profondément, d'un coût du travail qui a été boosté vers le haut par les 35 heures et dont nous ne nous sommes pas remis depuis presque 20 ans aujourd'hui. Nous avons une situation où le paritarisme est en effet inviable, parce que le système est parfaitement déficitaire, déficit de 10%, 30 milliards de budget pour l'UNEDIC, 3,8 à 4 milliards de déficit, plus naturellement la prise en charge, dont la prise en charge de Pôle emploi par l'UNEDIC. Nous sommes dans un système dans le mauvais paritarisme. C'est-à-dire qu'on demande aux patrons et aux salariés... Il y a le bon et il y a le mauvais paritarisme. Oui, je vais vous expliquer, c'est très simple. On demande aux patrons et aux salariés de s'entendre, mais s'ils ne s'entendent pas, c'est pas grave parce que l'État assure les fins de mois en garantissant la dette de l'UNEDIC. Alors, tout le monde se renvoie la balle, personne n'est responsable. Je pense qu'il faut une vision d'ensemble, accepter le paritarisme, mais lui donner des conditions où, disons que l'équilibre soit possible. Alors, quelle serait la vision d'ensemble, avant de donner la parole à Aurore Berger, quelle serait la vision d'ensemble de votre candidat, François Fillon, sur cette question? Alors, c'est profondément une réforme économique. Le chômage n'est que la conséquence de l'absence d'investissement, de la rigidité et du coût du travail, et j'ajoute sur le plan économique, d'une société où il y a trop de réglementation et pas assez de libre initiative. Aurore Berger, vous défendez du côté d'Emmanuel Macron une reprise en main par l'État de tout ce système-là. Oui, déjà on part d'un constat, c'est que le paritarisme aujourd'hui a échoué. De fait, quand on voit qu'il est de manière structurelle en déficit et qu'il n'a pas permis de protéger. Et on a finalement plus protégé des statuts que l'on a protégé les personnes. Et c'est ça l'enjeu, et c'est pour ça que Emmanuel Macron propose une vraie transformation de l'assurance chômage qui ne serait plus liée à des statuts, puisque tout le monde pourrait bénéficier. C'est l'assurance chômage pour tous, sous condition évidemment. Dans votre sujet, vous parliez notamment d'indemnisation en cas de démission. C'est tous les 5 ans des droits qui seraient régénérés au profit des salariés. Donc il n'y a pas automaticité évidemment sur ce droit. Et un pilotage par l'État. Parce qu'à partir du moment où en effet finalement l'État se retrouve payeur en dernier ressort, il vaut mieux qu'il en ait le pilotage, en associant évidemment les partenaires sociaux. Ils ne sont pas exclus du tour de table, si je puis dire, mais ils sont associés avec un pilotage qui est garanti par l'État, assuré par l'État. Et surtout, on propose une vraie révolution sur la manière avec laquelle l'assurance chômage serait demain proposée. C'est-à-dire à partir du moment où on ne peut pas assurer la sécurité de l'emploi, on a des mutations technologiques extrêmement puissantes. Soit on est comme Benoît Hamon, on dit c'est la défaite du travail, donc revenu universel pour tous. Soit on se dit le travail n'est pas mort. Par contre, il faut permettre plus de liberté, plus de mobilité dans la société, d'où cette protection avec une assurance chômage pour tous. Et en même temps, on va avoir des sécurités et des droits renforcés. Mais l'assurance chômage pour tous suppose quand même que tous y contribuent. Et donc la première question, c'est est-ce qu'effectivement les indépendants, qui actuellement ne sont pas couverts, souhaitent effectivement payer 6,4% comme les salariés. Et il y a une seconde question importante, c'est qu'actuellement, l'assurance chômage est une assurance sociale, c'est-à-dire que vous avez droit à cette assurance parce que vous avez cotisé et en fonction de vos cotisations. Le problème, c'est si on fait comme le propose Macron, c'est-à-dire on dit c'est plus des cotisations, c'est de la CSG, le problème se pose. Est-ce qu'effectivement, les prestations resteront assurantielles ou pas? En plus, la CSG, pour autant qu'on a compris dans le programme de Macron, elle ne pèsera pas sur les revenus du capital qui bénéficieront d'une forte baisse de leurs impositions. Donc, ce sera toujours les salariés et les retraités sur lesquels va peser la CSG. Mais le problème, c'est qu'ils vont payer et qu'ils n'auront plus droit à la parole, puisqu'on dira c'est un impôt, c'est plus des cotisations. Donc quand même, je le dis,
avec gravité. Quand on met en cause les cotisations, c'est grave au point de vue de la démocratie sociale. Alors, la réponse d'Aurore Berger, et puis Gérard Longuet s'exprimera aussi sur ce point. Vous parlez des indépendants. Je pense que les indépendants dans ce pays disent assez unanimement que le RSI est un échec et qu'ils ne le souhaitent plus. Donc, soit on se dit on réforme le RSI, c'est ce qui est proposé par François Fillon, soit à un moment on constate l'échec et on remet tout à plat. On remet tout à plat. Et nous, c'est ce qu'on propose. C'est une révolution aussi dans ce domaine-là. Et vraiment, pour avoir entendu les indépendants, les avoir consultés, je pense qu'on peut tous reconnaître l'échec du RSI qui ne permet pas de protéger les indépendants et qui n'est pas aussi bien gouverné et administré. Il y a des assurances. Je vais être un peu brutal. Alors, on va laisser Gérard Longuet être un peu brutal et puis après. Madame Berger, mais Jean-Louis Gombault, c'est un réformateur en peau de lapin. Parce qu'en définitive, il ne s'attaque absolument. Oui, mais je préfère, à cette heure-là, il faut réveiller un peu. Je préfère dire que c'est un réformateur en peau de lapin parce qu'en réalité, il transfère des sommes et il ne crée pas de richesse. Un réformateur en peau de lapin. Ben, c'est très simple. Sur le réformateur en peau de lapin, cela veut dire qu'il ne donne aucune chance d'avoir plus de travail en France parce qu'il ne s'attaque pas au problème essentiel qui est la rigidité du marché du travail et le coût global du travail. Alors il déplace les sommes, j'en conviens parfaitement. C'est-à-dire qu'il passe des cotisations payées par les salariés et peut-être par les entrepreneurs, mais il n'est pas très clair sur le sujet, à la CSG. Cela veut dire que les retraités, ça veut dire que les fonctionnaires, ça veut dire que tous les indépendants qui ne sont pas indemnisés vont payer sur leur CSG le chômage contrôlé par l'État. C'est une perte de revenus et c'est une profonde injustice parce que vous avez des gens qui ont travaillé 45 heures, 50 heures quand ils étaient actifs, qui aujourd'hui sont retraités. 60% d'entre eux dans votre système vont payer une CSG qui va peser lourdement sur leur pouvoir d'achat. Et vous ouvrez des droits qui s'apparentent, alors j'exagère un peu, je le reconnais, au système de Benoît Hamon. Parce qu'à partir du moment où on peut obtenir le chômage par simple démission tous les 5 ans, ça veut dire que tous les 5 ans, on a droit à 2 années sabbatiques. C'est parfaitement inefficace et parfaitement démagogique. Alors Jean-Louis Gombault, alors un point quand même sur les réformes Macron. Macron ne dit pas que la réforme de l'UNEDIC. Il est quand même aussi, par exemple, sur un assouplissement du travail dans l'entreprise via, comme le propose M. Fillon, sur des questions référendaires, majoritaires. Ça m'avait échappé en ce qui concerne le chômage. Non, ce que je vais vous dire, vous parlez de rigidité en peau de lapin, etc. Il a quand même, je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais il a des propositions qui rejoignent celles. Oui, c'est effectivement dans son programme. Par ailleurs, là où je suis d'accord avec vous, M. Longuet, c'est qu'il n'y a pas que ce dont vous parlez. Le tiers des salariés ne paie pas d'allocation chômage en France aujourd'hui. Il n'y a pas seulement les fonctionnaires, il y a tous les gens qui travaillent dans le gaz, l'électricité, les gens qui sont des statutaires. Pôle emploi, les gens de Pôle emploi. Oui, parce qu'ils ont assumé les fonctions. Donc ça fait quand même énormément de monde. Par ailleurs, les indépendants... Qui eux paieront sur la CSG. Oui, paieront la CSG. Donc ils verront leurs revenus diminuer. Ensuite, on est quand même sur une architecture extrêmement administrée, complexe, d'avoir une organisation du marché du travail. Et on est, si vous permettez, dans un système un peu à la Hamon, mais de façon différente. Parce que quelle est l'idée de M. Hamon? Il est de l'idée qu'on va vers la fin du travail, et à partir de là, il faut un revenu universel. Qu'il a déjà un peu édulcoré aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais enfin, il est quand même dans cette philosophie-là. Et M. Macron, il est sur quelle idée? Il est sur l'idée qu'on va vers la fin du salariat, et qu'à partir de là, il faut une allocation, une indemnisation chômage universelle. Et je pense que ces deux philosophies économiques-là, qui sont intéressantes à discuter, ne sont pas bétonnées sur le plan théorique. Ce n'est pas du tout démontré que, du côté Hamon, on va vers la fin du travail, et que du côté Macron, on va vers la fin du salariat. Donc il y a deux fragilités. Ça ne correspond pas à une réalité quand même? La fin du salariat, vous n'avez pas l'impression qu'il y a de plus en plus... Il y a des ouvertures. Il y a quand même des ouvertures, il y a quand même de plus en plus d'indépendants. On reste quand même avec 88% des actifs qui sont salariés. Alors il y a quelques années, c'était 90, on est passé à 88
par le développement de l'auto-entrepreneuriat. Il y a deux évolutions importantes. Il y a en effet une petite augmentation du travail indépendant. Vous avez cité la réforme d'Hervé Novelli sur les auto-entrepreneurs. Quand on regarde en Allemagne, il y a tout ce débat sur les mini-jobs, sur le non-statutaire. Je pense qu'il faut aller en effet dans cette direction. Donc de ce côté-là, ça ne me choque pas. En revanche, vous avez ce système de cotisation sur des travailleurs. C'est en fait ce droit à la démission, le chômage ouvert par la démission me choque totalement. Parce que c'est la possibilité de s'organiser pour envoyer la facture aux autres. Or, c'est en France notre grand défaut, c'est quand il y a une dépense, on adore envoyer la facture aux autres. Alors, on va peut-être donner la parole à Aurore Berger, parce qu'on a beaucoup critiqué le programme d'Emmanuel Macron. Donc, Aurore Berger à la Défense. Je vais vous répondre sur la question des indemnisations en cas de démission. Tout à fait. Moi, je pense qu'on est dans une société en France qui est averse au risque. On a peur de prendre le risque et de prendre des risques et on le récompense peu. Ce que dit souvent Emmanuel Macron, on a d'ailleurs les deux revers de la médaille. À la fois, on est averse au risque et en même temps, on culpabilise la réussite. Donc vous voyez ça comme une incitation à la prise de risque? Je pense que c'est une incitation à la mobilité et la fluidité. Je vais vous donner un exemple très concret. On a mis en place la rupture conventionnelle. Qui permet normalement, dans le cadre d'une négociation entre le chef d'entreprise et l'un de ses salariés, de mettre fin à un contrat de travail. Prenez le cas d'une très petite entreprise. Le salarié veut partir pour créer son entreprise. C'est bien son droit, mais du coup il dit « j'ai pas envie d'assumer les risques tout seul. J'ai pas envie demain de devoir démissionner et de me retrouver sans rien. » Qui assume le risque dans ces cas-là? L'entreprise de laquelle il est issu. Est-ce que c'est à l'entreprise de laquelle il est issu? Vous pouvez avoir l'assurance chômage si vous signez un contrat de rupture conventionnelle. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis justement. C'est bien ce que je dis. C'est que dans ce cas-là, si parce que vous payez quand même des indemnités, vous payez. L'entreprise paye quand même des indemnités à son salarié. L'entreprise doit effectuer des démarches administratives et payer des indemnités à son salarié. Est-ce que c'est à l'entreprise d'assumer ce risque-là? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, dans cette société, on a besoin de recréer de la mobilité. Et je ne pense pas demain que les millions de salariés français vont démissionner par magie, par enchantement, parce qu'on leur permet une opportunité qui est qu'au bout de 5 ans, ils ont recouvré des droits qui leur permettent de démissionner en ayant un plancher. Et justement, on ne connaît pas le nombre de démissionnaires potentiels et donc forcément le coût de cette mesure. J'ajoute quand même cette pression sur les devoirs qui seront ceux des démissionnaires, puisque soit ils iront dans une démarche de création d'entreprise, soit au bout de 2 propositions d'embauche, ils perdront leurs droits. Gérard Longuet. Une réponse factuelle. Nous avons déjà en France, dans l'indemnisation du chômage, un système qui vise des catégories particulières, les intérimaires, les CDD et les célèbres intermittents du spectacle. On s'aperçoit que lorsque vous avez un système avec des droits rechargeables, avec la possibilité... il y a une complicité d'avoir assez facilement accès à l'indemnisation par le chômage. Vous avez une complicité objective entre les entreprises, y compris les plus grandes, y compris celles de l'audiovisuel, et les salariés, pour s'organiser une sorte de vie. Et on constate aujourd'hui que, par exemple, c'est un chiffre que vous connaissez, les cotisations, les dépenses d'indemnisation du chômage pour les CDI représentent 0,6%, 0,60% des cotisations des CDI. En revanche, le chômage des CDD, le chômage des intérimaires, mais qui est une sorte d'organisation qui se met en place, perverse, je le reconnais, mais qui s'est mis en place parce que le système le permettait, les indemnités du chômage coûtent 2,5 fois les cotisations. Ça veut dire que sur les 4 milliards de déficit annuel du chômage, c'est la perversité d'un système qui avait été nourri par de bons sentiments, comme votre démarche. Je ne nie pas vos bons sentiments, je dis simplement que les résultats, c'est la ruine. Que des bons sentiments, Henri Sterlignac, votre point de vue. D'abord, je voudrais vous rassurer, il y a quand même des tas de dispositifs actuellement qui permettent à un salarié de démissionner pour créer son entreprise et d'être garanti, en cas d'échec, de retrouver ses droits à l'indemnité chômage. C'est un cas tout à fait prévu. C'est pas si simple que ça, extrêmement compliqué. En principe, c'est un droit. Et le second point que je voudrais dire, et je voudrais appuyer ce que vient de dire Monsieur Longuet,
et qui est central dans la négociation, c'est que ce qui s'est passé durant ces quelques dernières années, c'est qu'on a développé massivement les contrats à durée déterminée, on a développé dans un très grand nombre de branches les contrats à durée déterminée d'usage, en particulier dans l'hôtel, café, restaurant, dans le spectacle, et que du coup, dans ces branches, l'habitude qui s'est faite, c'est que les gens, les entreprises travaillent continuellement avec des contrats à durée déterminée d'usage et que du coup, ce développement de la... En plus, on a un dispositif tout à fait généreux qui permet de cumuler l'indemnité chômage et les salaires et que ce dispositif, qui était censé apporter de la flexibilité, etc., se retrouve maintenant comme un des grands responsables de faillite du système. Et le problème de la négociation maintenant, c'est de savoir comment on va réparer ce défaut, sachant que le point de vue des syndicats, c'est de dire il faut faire payer les entreprises qui bénéficient du système et que le point de vue du MEDEF, c'est plutôt il faut faire payer les salariés. Ce qui démontre bien l'échec du paritarisme, justement. Non, ce qui c'est ça que vous décrivez. Il y a des tas de choses qui sont mises en place et qui marchent. Pourquoi y a-t-il échec du paritarisme? C'est parce que les partis en cause ne sont pas obligés d'obtenir un résultat puisqu'ils savent que l'État paiera de toute façon. Si l'État ne payait pas et si patrons et syndicats étaient obligés de trouver une solution... Proposez ? Oui, profondément. Je pense que si on accepte le paritarisme, ce qui est ma conviction, il faut accepter que l'on soit responsable et que l'État ne vienne pas payer in fine, parce que syndicats et patrons n'ont pas été capables de se mettre d'accord. Donc c'est François Fillon dans son projet, c'est ce qu'il dit, c'est ma conviction. Oui, mais comme je suis parlementaire, comment vous faites on a un système qui est équilibré, qui se porte bien, et brusquement, il y a une crise financière, on passe de 8 à 11% de chômeurs. Comment vous faites? On est obligé, les partenaires sociaux qui ont mis sur pied un dispositif qui était équilibré, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas, alors qu'on est en situation de chômage de masse, dire aux chômeurs, c'est tant pis pour vous, c'est vous qui allez trinquer. On ne peut pas dire aux entreprises, on va augmenter vos cotisations. On peut pas faire payer les salariés parce que justement, il y a un déficit de demande. Et à ce moment-là, c'est bien le rôle de l'État de faire quelque chose. Donc, on pourrait avoir une règle du jeu disant, il faut que l'UNEDIC soit équilibrée structurellement, c'est-à-dire avec un taux de chômage de 8%. Mais à 10%, c'est normal d'avoir du déficit. Jean-Louis Gombault. Simplement, quand on met sur la table la question du paritarisme, on voit que ce n'est pas construit pour la conjoncture actuelle. Oui, c'est vrai que c'est l'enfant des 30 Glorieuses. Voilà, on a mis ce truc en place qui a donné satisfaction. Vous avez de la croissance, vous avez de l'emploi. Mais vous dites aujourd'hui on est dans une impasse, ça ne peut plus marcher. Pardon ? Vous dites aujourd'hui on est dans une impasse, aujourd'hui on est dans une situation assez nouvelle et structurellement nouvelle. Et on revient sur ce que disait M. Longuet au départ, c'est-à-dire que le problème c'est de retrouver de la croissance, c'est de retrouver de la fabrication de l'emploi, etc. Après, la manière de le faire, c'est un sujet en débat. Mais si Stardignac a raison, si vous voulez vous faire... Donc, vous êtes dans une période de non-croissance, il faudrait mettre finalement entre parenthèses le paritarisme? Non, en période de croissance, on de a non-croissance, de non-croissance, de stagnation, le mettre entre parenthèses, ou bien à ce moment-là, on dit, écoutez, vous êtes partenaires sociaux, vous me faites ce système équilibré. Point. Exactement. Voilà, vous le faites et c'est votre responsabilité, sinon je reprends. Et d'ailleurs, c'est ce que je me permets de dire, c'est que le gouvernement actuel a fait de manière temporaire avant l'été. Comme il voyait que le gouvernement socialiste, il arrivait que les partenaires sociaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, qu'on était dans l'impasse, eh bien, Valls a dit, je reprends cette affaire en main le temps que vous puissiez trouver une solution. Et cette solution, ils ne peuvent pas la trouver. François Fillon, pour revenir sur l'assurance chômage, lui, il est partisan d'une dégressivité des allocations chômage. Ça, c'est une mesure qui a été c'est un beaucoup soutien contestée. Pour revenir à l'équilibre. Ce n'est pas, de mon point de vue, complètement décisif. Parce que les chômeurs de plus d'un an, ce sont 30% des effectifs, ce qui est quand même déjà significatif, mais c'est minoritaire. Et si on diminue de 20%, par exemple, avec une dégressivité plus forte, vous diminuez de 6%. Alors 6%, ça veut dire sur 30 milliards, ça fait 1,8 milliard. Ça fait quand même la moitié du déficit. Donc c'est pas complètement anodin. Si en plus on arrive à dépervertir les CDD et l'intérim, on peut revenir sur l'équilibre. Mais soyons honnêtes, c'est la croissance.
c'est l'investissement, c'est la liberté d'initiative et c'est naturellement la diminution globale du coût du travail, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent plus tôt et qui terminent plus tard et qui font plus d'heures, qui permettront de relancer l'économie. Est-ce que la dégressivité... Vous rejoignez M. Macron de ce point de vue, parce qu'il est quand même très sévère. Mais il est parfois libéral. Oui, non, il est très sévère. Il est très sévère sur le fait que les chômeurs doivent retrouver un emploi. Donc, quand vous parlez à M. déjà. Non, il est un changement de modèle. Non, ça existe déjà, mais enfin, ce n'est pas appliqué en réalité. Parce que c'est inapplicable. C'est appliqué. Jean-Louis, c'est appliqué depuis 18 mois par Pôle emploi. Le contrôle accru des chômeurs. Quand il y a 5 millions de chômeurs, quand il y a 5 millions de chômeurs et qu'il n'y a pas d'emploi, quand il y a 2,3 millions de chômeurs indemnisés, il y a un grand nombre de jeunes qui ne sont pas indemnisés. Dire qu'on va mettre un contrôle drastique sur les chômeurs, c'est quand même... C'est une aimable plaisanterie. C'est une aimable plaisanterie. C'est une sinistre plaisanterie. C'est une sinistre plaisanterie. C'est le truc dans lequel on va dire aux chômeurs prouvez que vous avez envoyé des lettres, comme ça se fait en Grande-Bretagne, et ça oblige les gens à faire des démarches qui savent complètement inutiles parce qu'il ne faut pas se tromper. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas assez d'emplois. C'est pas le grand problème de la France, c'est pas que les chômeurs ne cherchent pas d'emploi. Les chômeurs cherchent un emploi. Les chômeurs sont persuadés qu'il faut absolument qu'ils aient un boulot. Ils savent que ça dure que 2 ans. Ils savent que le RSA, c'est peanuts. Et le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Donc la question, c'est la question de la formation. C'est la question de la formation. Pas assez de liberté et trop de coût du travail. Et si on ne sort pas de ce triptyque, coût du travail, liberté et investissement, on ne s'en sortira pas. Et formation, dit Et la question de la formation. La formation fait partie de l'investissement. Oui, mais moi, ce que... Vous savez, les jeunes sont mieux formés que jamais. Et il y a pourtant... Justement, on laisse la parole à Aurore Berger, s'il vous plaît. Je pense que la difficulté dans la manière avec laquelle vous exprimez, c'est que vous restez sur un modèle qui est un modèle constant. Sauf que la vérité, c'est que vous êtes incapable de savoir, nous sommes incapables de savoir les métiers qu'exerceront demain nos enfants ou nos petits-enfants. C'est pas vrai. Les métiers se transforment complètement. Donc la question de la formation, elle est majeure dans ce pays. La question de la mobilité, la question de la fluidité du marché du travail, elle est majeure. La question demain, en effet, des nouveaux modèles, d'arrêter des statuts, d'arrêter de protéger des statuts pour protéger des personnes. Tout ça, il va falloir l'anticiper. Parce que sinon, en effet, on en vient à une solution qui est celle du revenu universel. Et moi, j'ai pas envie d'avoir demain des enfants ou des petits-enfants qui vivent de l'assistanat. Parce que personne, dans une société, on se construit par son travail. On acquiert une position par le travail que l'on occupe. C'est la position. Chacun mais du coup, c'est une question de dignité, c'est une question essentielle. Mais c'est une question essentielle. Je rajouterais quelque chose. La formation, ça se fait aussi dans le travail. Et en permanence. C'est surtout par le travail que quand les entreprises ont effectivement des débouchés, quand elles ont effectivement... Elles voient quoi produire et à qui elles le vendent, et ben elles n'hésitent pas à embaucher des gens relativement mal formés et à les former. C'est ce qu'on a vu de 45 à 75, où on a embauché des gens qui étaient anciens, des paysans, des fils de paysans, et il n'y avait aucun problème. Et après Jean-Louis Gombault pour conclure ce débat. Chère Aurore Berger, je vous rassure, on peut réformer en France, même sans le président Macron. Lorsque j'étais ministre de la Poste pour la première fois en 86, c'était il y a très longtemps, vous n'étiez peut-être pas né. Je venais de naître, c'est dire. La totalité des agents de la Poste étaient fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a à peine 30%, 70% sont contractuels. Donc, vous voyez, le mouvement en France est possible. Il faut simplement avoir des vrais libéraux avec un peu de continuité. Le chômage structurel n'a pas baissé et à un moment, on est dans une société où vous avez des mutations technologiques qui sont majeures. Tous les deux d'accord. La question du salariat, vous n'êtes pas totalement en opposition, notamment en termes d'assouplissement le candidat qui lui permettra de rassembler sa majorité sur ses idées. Mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Ça, c'est une autre question. Vous êtes dans le bon sens. Vous êtes dans le bon sens. Sur la question des majorités, ça sera un autre débat. Jean-Louis, pour conclure ce débat. Pas conclure parce que en fait ça commence depuis déjà plusieurs semaines. Je crois que c'est le premier débat sur une question. Je ne suis venu que parce que c'est un débat de fond. C'est une question de fond, donc je ne vais pas conclure. On va se retrouver pour reparler de cette question de chômage, malheureusement.
Malheureusement, ça sera effectivement un des débats importants de cette élection présidentielle. Merci à tous les 4 d'être venus sur notre plateau ce soir. Dans un instant, Yves Derré et François Dorcival vont nous rejoindre sur ce plateau pour le match des idées. Et on va parler de la gauche ce soir pour changer, avec une campagne socialiste qui patine sérieusement. À tout de suite. Nous allons gagner. Si vous n'êtes pas capable d'avoir autour de vous des personnalités du monde du spectacle, c'est que vous n'êtes pas capable de rassembler. Je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Nous avons tous en nous quelque chose d'exceptionnel. C'est féroce soldat. Sarkozy, pour moi, c'est le mec de la chanteuse. C'est pas. C'est lui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il... Il y a un certain flou chez les artistes parfois. Ils ne sont pas tous totalement rigoureux. Et par ailleurs, on peut les penser parfois comme étant de gauche alors qu'ils sont de droite. Présidentielle, une épreuve d'artiste, samedi à 22h sur Public Sénat. Présidentielle 2017. Quel rôle et quels moyens pour les départements et la décentralisation? L'Assemblée des départements de France interroge les candidats à l'Élysée. Un événement à suivre en direct sur les chaînes parlementaires, demain à 9h. Voilà, et on passe maintenant au match des idées ce soir avec Yves Derré. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine. Et puis François Dorcival, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là, éditorialiste. On avait cru ces derniers jours que les divisions étaient réservées à la droite. On va parler dans quelques instants de ce qui se passe à gauche. Mais je voudrais quand même vous faire réagir à la dernière actualité ce soir. L'UDI qui s'est prononcé au terme de son comité politique, qui attend des initiatives de François Fillon et qui valide l'accord avec les Républicains en vue des législatives. C'est une position attendue de l'UDI? Alors, position attendue, on sait très bien que ce qui se passait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'ils suspendaient, puis ils abandonnaient la campagne de François Fillon. Mais ils n'avaient pas envie d'abandonner l'accord sur les législatives. Mais voilà. Et ce qui est évidemment logique, mais ce qui est aussi la traduction de ce qui s'est passé dimanche et lundi. Donc, effectivement, maintenant, François Fillon a les éléments en main et les centristes savent où ils sont. Alors justement, Yves Derré, avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter ce soir François Fillon. Il était en meeting à Orléans et justement, il a lancé un appel aux centristes. On l'écoute. Maintenant, j'appelle au rassemblement. J'appelle à la mobilisation. J'appelle à l'action. J'invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer avec moi pour la France. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. Voilà, ce soir, Yves Derré, c'est le grand rassemblement, la main tendue aux centristes. François Fillon a réussi son opération de dimanche, une séquence très réussie avec l'interview de Pénélope, avec le grand rassemblement du Trocadéro, je dirais même la publication des PV d'audition qui ont été finalement assez favorables à François Fillon, puisque au fond, il n'y avait pas grand-chose dans ces PV d'audition. Donc, si vous voulez, les centristes, comme les ex-dissidents des Républicains, ont compris que Fillon n'était pas si déstabilisé, avait retourné la situation, sans doute avec le soutien de Nicolas Sarkozy. Donc, ils ont fait le constat. Et après, comme vous l'avez très bien dit, il y a les législatives derrière. Ils avaient un assez bon accord. Et donc, ils se sont rangés à la réalité, quoi. Il y a la passion, il y a la raison. Sans oublier naturellement l'événement de lundi matin, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus de recours Juppé. Évidemment, ils pensaient qu'il y avait une solution de substitution, elle n'est pas là. Eh bien, il faut aller avec Fillon. Clap de fin pour cette histoire c'est très important. Politico-judiciaire, voilà, à droite, c'est très important. Ça concerne quand même plus de 70 circonscriptions. Et voilà. Voilà, on passe à une autre histoire. Clap de fin, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même encore des échéances judiciaires, avec notamment convocation chez le juge. Est-ce que François Fillon va ressortir
en simple témoin assisté, auquel cas, là, je pense qu'il pourrait vraiment s'appuyer sur cette décision pour retourner encore un peu plus la situation. Est-ce qu'il va sortir mis en examen? Bon, il y aura encore une fois des commentaires, des analyses, et on sera là pour en parler. Donc, c'est pas tout à fait fini quand même. Hein. Mais en tout cas, il va essayer de reprendre la campagne. Et est-ce qu'il va vraiment pouvoir la reprendre assez normalement sur le terrain? Comment vous sentez les choses, vous, ce soir, François Dorcival? Ce que je sens, c'est que les événements de dimanche et de lundi ont été un formidable coup de fouet pour sa campagne, parce que ça liquide d'une certaine façon la semaine très désastreuse qui était celle de la semaine dernière. Alors ces difficultés à droite, oui, non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous? Non, moi je dirais en tout cas que ce que vous disiez sur la campagne de François Fillon maintenant, moi j'ai l'impression à l'avoir écouté aujourd'hui, qu'au fond il va faire un peu comme François Mitterrand en 1988, qui a fait une campagne... Très intéressant. Pourquoi? Parce que François Mitterrand s'est déclaré très tard. Je termine, voilà. Absolument. François Mitterrand, effectivement, s'est déclaré très tard. Il était âgé, il voulait pas faire une longue campagne, et donc au fond, il a fait une campagne sur un seul thème, c'est voilà, la France a besoin de moi, tonton ne nous quitte pas, voilà, etc. Et donc le recours, la dernière chance. Je crois que François Fillon va jouer la campagne maintenant de l'homme un peu victime d'une campagne, etc. Et va, je pense, tourner autour de ce sujet-là, et n'a pas trop intérêt finalement à aller sur les sujets de fond. Donc je pense que malgré tout qu'on aura une campagne un peu bizarre. Ces divisions à droite, eh bien, elles avaient masqué un peu les difficultés socialistes. Le voile un peu se soulève sur ces difficultés, et on découvre un Benoît Hamon qui est toujours très à la peine, un parti socialiste divisé. Benoît Hamon, il est encore loin, très loin d'avoir trouvé la formule magique du rassemblement à gauche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la première des priorités de Benoît Hamon a été d'annoncer un accord avec les écologistes. Et donc, cela l'a occupé immédiatement. Comment faire pour que Jadot soit d'accord avec nous? Parce que si Jadot est d'accord avec moi, Hamon, cela va me donner un pas de plus vers, je dirais, la publicité de ma propre campagne. Mais pendant ce temps-là, il ne négociait pas avec les siens. Et évidemment, aujourd'hui, cela trouve que le compte n'est pas bon. Oui, et sur le terrain, ils se retrouvent tout seuls. Où sont passés les éléphants du PS? Oui, où sont passés les éléphants du PS, mais j'ai envie de dire même que l'idée comme ça qu'il fallait à tout prix négocier avec Jadot, négocier avec Mélenchon, a cassé sa dynamique de campagne. Il sort des primaires avec plutôt l'image de quelqu'un d'un peu moderne, qui défend des vrais sujets populaires à gauche, et donc il a oublié de s'adresser pendant toute cette période aux Français et au peuple de gauche, avec qui il avait commencé un dialogue. Donc je pense que de toute façon, cette stratégie qui peut parfois marcher quand on se présente à une législative, et Anne Hidalgo a très bien fait ça avec les Verts, dans une présidentielle, je crois que quand on sort d'une primaire, les Français attendent derrière qu'on commence à s'adresser à l'ensemble du pays. Il ne l'a pas fait et il a cassé sa dynamique. Vous n'avez pas plutôt l'impression que Benoît Hamon joue les militants contre les cadres du Parti Socialiste? Moi, c'est plutôt mon impression. Oui, mais de toute façon, un parti... c'est d'abord un parti d'élus, donc de cadres, avant les militants. Les militants, c'est bien pour remplir les meetings, mais les meetings sont organisés par les cadres, par une machine électorale. Et on voit bien que la machine électorale, en ce moment, elle est fracturée, que vous en avez une partie qui se prépare à rejoindre Emmanuel Macron, tandis que l'autre est derrière lui, mais il ne sait pas vraiment sur qui compter. Et cela handicape fortement la campagne qui maintenant entre, puisque à droite les choses se dégagent, entre et réellement dans la discussion des projets. Or, au moment où on en est au projet, il est en train de revenir sur le sien. Oui, il est en train de revenir sur le sien et justement, je vous propose de l'écouter. Il était en meeting ce soir à Marseille et il a apporté des précisions sur le revenu universel et la façon dont il voit les choses. Maintenant, on écoute Benoît Hamon ce soir à Marseille. J'ai défendu et que je défendrai le revenu universel d'existence dont nous ferons avec Julia Cagé. Je veux la saluer. C'est une économiste de grande qualité. Vous l'avez vu. Elle, qui est aujourd'hui ma conseillère en matière d'économie, rejoint par cet immense économiste qui est Thomas Piketty, qui me donne beaucoup de fierté de l'avoir près de moi, et beaucoup de jeunes économistes et économistes plus chevronnés. Travaillons pour que dans les jours qui viennent,
nous disions de quelle manière le revenu universel d'existence permettra à une majorité de salariés, une majorité d'actifs, tous les jeunes, de bénéficier ou d'un revenu quand ils n'en ont pas, ou d'un complément de pouvoir d'achat qui améliorera leur feuille de salaire net. Voilà ce que nous proposerons, et dans des conditions de financement qui surprendront, parce qu'elles démentiront toutes les prophéties les plus apocalyptiques qu'on a pu entendre depuis maintenant des semaines, selon lesquelles, attention, avec cette gauche-là, le pays allait être à terre. Mais qui ne voit pas que depuis des années, non pas chez nous, mais partout ailleurs, les solutions libérales mettent à terre les économies, mettent à terre les modèles sociaux, mettent à terre l'État-providence, mettent à terre le projet européen, font naître les extrémismes, font surgir les nationalismes, font prospérer l'extrême droite. L'austérité, elle prépare Le Pen. L'austérité, elle prépare le pire. Elle prépare la guerre de tous contre tous. Ce que nous ne voulons pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous revient de penser les protections sociales. Ce sera une des priorités de ma campagne. Voilà, revoir la copie de Benoît Hamon sur le revenu universel pour le rendre à la fois plus simple et surtout moins onéreux. Ça, c'est une façon de faire revenir vers sa campagne des cadres du parti qui s'en étaient un peu écartés. Oui, mais enfin, quand même, cette séquence que vous venez de montrer, elle est assez catastrophique, je trouve, hein, moi. À quel point de vue, c'est-à-dire qu'il a besoin, comme ça, de faire du name dropping d'économistes. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il fait ça. C'est une façon de quoi, en termes de communication, de montrer, de rassurer, de se réfugier derrière des spécialistes. De dire, regardez, j'ai des experts avec moi qui vont m'aider parce que j'ai lancé cette idée-là pendant ma campagne. C'était d'ailleurs l'idée maîtresse de sa campagne lors des primaires. Mais en fait, ce qu'on comprend là, c'est qu'il ne savait pas très bien comment il allait la financer, comment il allait la mettre en application, et qu'il appelle aujourd'hui des économistes de renom à la rescousse pour l'aider. Tout ça n'est quand même pas très sérieux à quelques semaines du premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'il n'essaye pas tout simplement de prendre des initiatives pour essayer de rassurer justement sur sa mesure phare qui inquiète beaucoup au sein du Parti socialiste? Et là encore, l'extrait que vous venez de diffuser est très spectaculaire, puisqu'il commence par le revenu universel, l'expliquer, comme vient de le dire Yves Derey, grâce à Piketty, à Cagé, etc. Mais sur quoi termine-t-il? Et naturellement sur le Front National, c'est-à-dire sur la politique pure, en chassant autant qu'il le peut son idée de suffrage, de revenu universel d'existence, qui, même dans cette salle-là, ne provoque pas un mouvement de foule. Non, ça ne provoque qu'une adhésion sympathique, parce que les gens, tout simplement, ont du bon sens et n'y croient pas. Claude Barthelone dans Le Monde de ce soir qui dit « J'ai du mal à me reconnaître dans la campagne de Benoît Hamon ». Dans le JDD ce week-end, c'était Patrick Kanner, le ministre des Sports, qui lui aussi prônait de la distance avec le candidat Hamon. Mais en même temps, aucun ne se positionne officiellement pour Emmanuel Macron. C'est intéressant ça aussi à observer. Oui, je pense qu'il y en a certains quand même qui ont aussi un peu l'instinct de survie du parti, qui ont vécu toute leur carrière politique à travers ce parti socialiste. Ils y sont attachés, donc ils ont un peu de mal à en faire le deuil. Mais en même temps, Jean-Christophe Cambadélis n'a demandé à personne au PS pour l'instant de rendre sa carte. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais enfin, à un moment donné, il faudra un peu de logique. Il faudra peut-être prendre l'investiture du parti de Macron aux législatives si on rejoint Macron. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le reste. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après, la politique, c'est une affaire de rapport de force. Je pense que si Benoît Hamon avait réussi vraiment son opération rassemblement de la gauche et avait convaincu Mélenchon de le rallier, voilà, et se retrouvait dans les sondages autour de 20%, les cartes seraient autrement redistribuées. Il a raté son opération pour l'instant. Ils sont en train de se suicider l'un l'autre à 12-13 et on ne voit pas très bien d'ailleurs comment ils vont en sortir. Et donc en fait, cette espèce de recomposition de la vie politique, moi j'ai l'impression comme ça qu'on revenait un peu vers l'ancienne bande des quatre au fond, avec un déplacement, disons, de tout le groupe un peu vers la droite. C'est-à-dire qu'on avait le Front National dans le rôle de l'ancien RPR dur, Pasqua, Chirac de la grande époque. On a ensuite François Fillon qui représenterait un peu l'UDF, Macron qui est le parti socialiste d'alors, et puis les communistes, Georges Marchais, c'était Mélenchon-Hamon. Sauf que ils n'arrivent pas à faire la bande des quatre tous les deux. Ils n'ont aucune raison d'être tous les deux candidats au fond. La logique politique aurait été qu'ils fassent une union et qu'on se retrouve avec la bande des quatre et après, tout le monde à 20%. Ce que je crois des socialistes, c'est-à-dire des grands cadres, et donc
la plupart des ministres qui ne vont pas décrocher. Parce qu'il y en a un certain nombre qui vous disent déjà, ce qui est le cas de Barthelone, qu'ils ne se présentent pas aux législatives. Ceux qui vont poursuivre leur carrière politique, ceux-là ne vont pas se précipiter. Ils ne vont pas l'entre-deux tours. Ils ne vont pas se précipiter. Je pense qu'ils donneront très tard, à l'image de François Hollande lui-même, la consigne de vote qui leur paraît exprimer le mieux leur propre conviction ou leur propre tactique. Et donc, pour le moment, cela, d'une certaine manière, fait que Hamon ne sait pas où il met les pieds aussi. Et on peut même dire peut-être que ces ralliements pourraient intervenir seulement entre les deux tours, en fonction du rapport de force, de la dynamique du premier tour. Oui, seulement entre les deux tours, il y aura une sorte de noyade générale, parce que si c'est Hamon, Macron contre Marine Le Pen, naturellement, celui-ci aura beaucoup de ralliements. Rien ne dit que ce ne soit pas Fillon. Et donc, le choix dans les derniers jours va être compliqué pour quelques dirigeants socialistes. Cher François, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas complètement non plus éliminer l'hypothèse d'un face-à-face Macron-Fillon. C'est-à-dire d'une Marine Le Pen qui dévisserait. Je veux dire, sa campagne patine un peu aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais enfin... Elle est stable. Elle a perdu un point. Elle a perdu un point, on sent bien qu'elle essaye de se... J'ai l'impression, moi, qu'elle fait un peu une campagne de second tour avant le premier en ce moment. Et c'est jamais ce qu'il faut faire dans une présidentielle. Elle se notabilise beaucoup, ça se voit même dans ses petites tenues, sa coupe de cheveux très sage, je l'ai vu l'autre jour avec une petite veste rose, etc. C'était pas quand même la Marine Le Pen combative qu'on connaît, qui est très dure avec les journalistes et tout. Donc j'ai l'impression qu'elle pense déjà qu'elle est au second tour de toute façon et qu'il faut qu'elle commence à penser à rassembler au-delà de son camp. Mais il faut déjà être au second tour. C'est pas joué. C'est pas joué. Tenue et de coiffure. Mais vous qui êtes des observateurs avertis de la politique française, une telle versatilité de l'électorat début mars, c'est quand même une première, non, dans l'histoire de la présidentielle sous la Ve République. C'est une première. Il n'est pas sûr que ce soit vraiment une première, parce que, rappelez-vous, de 2002. 2002, c'est cette année-là que Jospin est éliminé, qu'on trouve Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Les intentions de vote se sont figées extrêmement tardivement. C'est dans les 48 heures, 3 jours qui ont précédé le premier tour, que Jean-Marie Le Pen est passé devant Fillon, pas avant. Devant Jospin. Devant Jospin. Oui. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux primaires, aux deux primaires, de gauche comme de droite. Exactement, ça a été très tard. Et je pense que le fait que l'élection aujourd'hui ait été complètement étouffée par les affaires Fillon qui ont occupé les médias jusqu'à présent, eh bien... La campagne va vraiment démarrer maintenant. La campagne va démarrer maintenant sur les hommes et les contenus, et Marine Le Pen. Oui, et même s'il n'y avait pas eu ces affaires Fillon, je pense quand même que la candidature d'Emmanuel Macron a fait un peu turbuler le système quand même. Bien sûr. Et que ça brouille les cartes à droite comme à gauche. Je pense qu'il y a des gens qui sont tentés un peu dans tous les camps, mais en même temps... qui sont quand même dans l'incertitude, parce qu'il y a quand même cette idée... Tenté, mais il n'y a pas de ralliement. Tenté, mais est-ce qu'il a le costume vraiment pour être président? Est-ce qu'il a vraiment la stature? Donc il y a une envie comme ça. C'est sans doute le candidat qui crée le plus d'envie, et en même temps qui n'est pas tout à fait rassurant. Vous avez l'impression qu'on va vers une certaine instabilité institutionnelle, puisque les candidats, pour l'instant, qui sont en tête des intentions de vote, ne sont pas des candidats susceptibles d'avoir une majorité parlementaire. Mais bien sûr, vous parlez des élections législatives qui vont suivre. Oui. Or, ces élections... Si c'est Marine Le Pen, si c'est Emmanuel Macron, là, par exemple, ce sont deux candidats qui n'ont pas de majorité parlementaire. Benoît Hamon, il n'aura pas de majorité parlementaire non plus, puisque la gauche n'est pas unie. Peut-être François Fillon, c'est peut-être le seul. Sauf Fillon, il emporte la mise, parce qu'il y aura un réflexe légitimiste à droite. Et le Front National ne fera pas le plein de ses voix. En revanche, dans toute autre hypothèse, vous aurez des élus Front National plus nombreux, mais vous aurez des fractures partout. Et donc, nous nous préparons. D'ailleurs, Emmanuel Macron en convient déjà en disant « j'aurai besoin de majorité de projets ».
pas de progrès, mais de projet. Oui, et il va demander à ses députés de s'engager sur les 5 mesures fortes de son quinquennat. Moi, je ne partage pas tout à fait cette analyse. Je pense quand même que quand un président est élu, il fait en général entre la présidentielle et la législative le parti du président. Et si, ma foi, et je pense que si c'est Macron, il y aura quand même une forme d'état de grâce, il peut aussi faire un très beau résultat aux législatives, effectivement avoir besoin d'alliés ensuite, pour avoir une majorité absolue, mais avoir quand même un succès, une victoire. Il y aura une victoire aux législatives aussi de Macron s'il est président. J'en suis assez convaincu. Pour le cas de Marine Le Pen, il est plus compliqué. Mais Macron ou Fillon, je pense qu'ils gagneront derrière la législative. François Dorcival. On peut admettre toutes les hypothèses. Je pense, moi, que à l'exception de Fillon, ils vont quand même vers un chaos en matière d'élections législatives, mais admettons ce qu'on voudra. En revanche, ce qui est certain, c'est que Hamon et Jadot ont négocié pour avoir la proportionnelle. Macron et Bayrou ont négocié pour avoir la proportionnelle. On sait que le Front National est également favorable à la proportionnelle. Que vont-ils faire de ça? Est-ce qu'ils vont attendre 5 ans, c'est-à-dire la fin de la législature qui va être élue en juin, pour avoir la proportionnelle? Non, naturellement. Parce que les uns parlent de 6e République, les autres parlent de représentativité, de défiance de l'opinion, etc. Donc, combien de temps cette assemblée qui serait élue en juin va-t-elle vivre? Nous ne le savons pas non plus. Et ça, c'est un facteur d'instabilité possible également. Oui, ça c'est vrai. C'est un point important, ce que vient de soulever François Dorcival. C'est un point important. Là-dessus, je suis assez d'accord. On n'a pas le calendrier, on ne sait pas très bien comment cela se fera. Comme vous l'avez dit, François, ils ne sont pas très d'accord non plus sur la manière d'instiller cette dose de proportionnelle. Donc là-dessus, point d'interrogation. Mais enfin, c'est pas non plus la première fois qu'on en parle avant l'élection. Puis finalement, on le fait pas. Et puis finalement, on envoie la patate chaude au suivant. Donc l'idée quand même de voir entrer le Front, l'idée de voir entrer 100 députés Front National ou 120 députés Front National à l'Assemblée. Mais quand il s'agit de se sauver soi-même, ça crée les un peu de Verts, panique. etc. Enfin bref. Est-ce qu'en conclusion, vous diriez que les primaires ont un peu sonné la fin de notre 5e République, puisqu'on se retrouve avec un candidat à gauche, un candidat à droite, qui sont un peu malmenés et des partis divisés? Écoutez, en tout cas, les primaires risquent quand même leur vie dans cette affaire. Parce que si on a au second tour un face-à-face Macron-Le Pen, donc 2 candidats qui sont arrivés hors primaire, ça voudra dire quand même que ces primaires ne sont pas une très bonne affaire pour ceux qui en ressortent. Ils sortent très abîmés, avec des camps divisés, difficile de faire le rassemblement d'un côté, etc. Donc je pense que de cette élection dépendra de l'avenir des primaires aussi. En même temps, oui, probablement. Mais en même temps, regardez ce qui se passe et s'est passé à droite. Au fond, il y avait un débat à la primaire, Juppé-Fillon. Fillon subit tout ce que l'on sait pendant 1 mois et demi, mais Juppé continue d'être une sorte de recours. Lundi matin, ou avant lundi, on se trouvait comme entre les 2 tours de la primaire, c'est-à-dire il y avait Juppé et Fillon. Mais en définitive, la primaire l'emporte pour la légitimité. Et c'est le problème qui se pose à gauche, puisque Fillon est le seul légitime, de la même façon qu'à gauche, c'est Hamon. Alors Yves Derey, François Dorcival, on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. On va commencer par Le Figaro, et justement Le Figaro qui titre « Les poids lourds du Parti Socialiste prêts à se rallier à Macron ». Le leader d'En Marche verrait affluer vers lui des soutiens socialistes de premier plan qui ne se reconnaissent plus dans le programme du candidat du parti, Benoît Hamon. Peut-être effectivement des ralliements qui vont arriver. C'était notre débat ce soir. Jean-Yves Le Drian, sans doute Stéphane Le Foll. Je pense que François Hollande va lâcher un peu la bride et laisser ses amis faire leur choix. Laisser les Hollandais historiques faire le choix, faire le choix d'Emmanuel Macron. Ne faites pas de choix, je veux dire, c'est compliqué. La une des Échos demain, c'est la croissance mondiale face à la menace protectionniste. On ne va pas commenter toutes les unes, mais là aussi, effectivement, ça sera un des débats importants de cette présidentielle, la menace protectionniste ou non. On en débattra évidemment dans nos émissions. Et à la une de Ouest France, une
une famine aussi qui menace 20 millions d'Africains. Ça, c'est un autre sujet très important à l'international. On n'en parle pas beaucoup en ce moment en France. Un désastre climatique. Mais c'est un désastre climatique, effectivement, en Afrique de l'Est. Et enfin, on termine avec la une de l'Humanité. Égalité femmes-hommes, il est grand temps. Heureusement qu'il y a l'Humanité pour titrer demain sur cette égalité femmes-hommes, sur la journée de la femme le 8 mars, avec les femmes qui sont appelées à faire grève à partir de 15h40. Puisque à partir de 15h40, on est moins payés que les hommes. En termes de candidate à la présidence de la République, il n'y a pas vraiment d'égalité femmes-hommes. Non, pas pour l'instant. Alors évidemment, c'est Marine Le Pen. Et Nathalie Arthaud. Et Nathalie Arthaud qui a eu ses 500 parrainages aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau ce soir. À suivre tout de suite, c'est le best-of de l'émission L'épreuve de vérité, notre émission politique hebdomadaire en partenariat avec l'AFP, Radio Classique Les Échos. Ce soir, l'invité de Michel Grossior, c'est Jean-Christophe Cambadélis, le patron justement du Parti Socialiste. Et puis demain matin, l'invité de notre matinale, c'est Hervé Morin, le président UDI de la région Normandie. Excellente soirée à tous sur notre antenne. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Présidentielle 2017. Quel rôle et quels moyens pour les départements et la décentralisation? L'Assemblée des départements de France interroge les candidats à l'Élysée. Un événement à suivre en direct sur les chaînes parlementaires, demain à 9h. Public Sénat, au cœur du débat.